Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du dernier film de Ridley Scott, le deuxième de l'année, à un mois d'intervalle, c'est assez fou, ainsi que le second long métrage d'Audrey Diwan sur le thème de l'avortement, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, House of Gucci et l'événement. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de revenir sur House of Gucci de Ridley Scott, le second Ridley Scott de l'année après le dernier duel, que je vous recommande par ailleurs, vous pouvez retrouver ma critique sur la chaîne, ainsi que l'événement d'Audrey Diwan, second long métrage pour Audrey Diwan, qui adapte le récit autobiographique d'Annie Ernaux sur l'avortement. Mais avant toute chose, j'aimerais tout de même faire le point sur Memoria d'Apichatpong Weerasethakul, qui a reçu en 2010 la Palme d'Or pour Oncle Boonmee, que je n'ai pas vu. Alors je découvre 11 ans plus tard ce cinéaste thaïlandais avec Memoria, avec Tilda Swinton dans le rôle principal. L'histoire de Jessica, cultivatrice d'orchidées à Bogota, qui n'arrive jamais à dormir toutes les nuits puisqu'elle entend un grand bang, comme ça, une sorte d'acouphène, hein, qu'elle a dans ses oreilles constamment, qui l'empêche eh bien, de trouver le sommeil. Elle est un petit peu perturbée, hein, on voit bien le choix de Tilda Swinton, hein, qui colle bien au personnage, bien entendu. Et donc, au début du film, vous êtes assez pris, parce que en fait, vous voyez cette Jessica qui essaye de comprendre en fait, ce qui lui arrive. Donc elle essaye, avec ce musicien notamment qu'elle va rencontrer, elle essaye eh bien, de recréer le son qu'elle entend chaque nuit, en fait. Et donc, voilà, on peut y voir un lien avec le Big Bang, parce qu'après, on voit l'origine du monde, un peu, ça parle un petit peu de ça, parce qu'elle se lie d'amitié avec une archéologue qui lui parle de crâne, comment il s'occupe, en fait, de ses squelettes, etc. Donc, on a un discours là-dessus. Ok, très bien, sauf que le film dure quand même 2h16, et qu'il y a énormément de longueur, des plans fixes à n'en plus finir, surtout des plans très longs, fixes et longs, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est presque quasi insoutenable. Alors, évidemment, j'ai un petit peu planché sur ce cinéaste thaïlandais, donc Weerasethakul, qui a beaucoup travaillé et travaille toujours dans des musées. Donc, il fait des installations de vidéos, graphiques, etc., dans des musées. Donc, on voit bien un petit peu sa démarche très expérimentale. Donc, évidemment, vous connaissez ma devise, prenez les films pour ce qu'ils sont. Je prends donc ce film pour ce qu'il est, un film expérimental qui essaye de nous ouvrir sur le bang, l'origine du monde, sur le récit temporel, les différences de temporalité. Le seul souci, c'est que, à part évoquer en fait tous ces sujets, dans Memoria, Weerasethakul ne traite pas vraiment justement son sujet, ou alors il se comprend tout seul, et c'est bien ça le souci, c'est que il y a une limite à l'expérimental, c'est-à-dire que si l'expérimental est juste expérimental pour être expérimental, c'est là que ça devient fumeux et c'est là que ça devient gratuit. Comme vous le savez, moi je pars du principe quand même, on est au cinéma, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on comprenne, par exemple de 2001, l'Odyssée de l'espace, d'Under the Skin et d'autres films expérimentaux, eh bien, il faut quand même que ça vous ouvre l'esprit en tant que spectateur. Que vous ne compreniez ou pas la version du cinéaste, peu importe, mais il faut que le film puisse vous ouvrir l'esprit pour y voir votre propre lecture, comme Under the Silver Lake, pardon, ou des films de Lynch, Blue Velvet, ou vous voyez, Mulholland Drive, enfin, il y a plein de films comme ça où on pourrait vraiment se demander exactement le sens, ce qu'il faut comprendre du film, etc. Il y a beaucoup de films comme ça. Mais le problème, c'est que le film est totalement avare de cinéma, en fait. C'est terrible à dire, mais tout est basé uniquement sur le son. Mais au niveau de l'image, il ne se passe pas grand-chose, voire rien. C'est du vide intersidéral qui fait qu'il n'y a rien à voir dans ce film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a une limite à l'expérimental. C'est pas une question comment dirais-je, d'épargner le spectateur un petit peu de temps en temps, d'être un peu généreux avec lui quand même, c'est pas le souci, c'est que là, il n'y a vraiment rien d'intellectualisé. Vraiment rien, parce que 2h16 sur des plans où il ne se passe rien, c'est là que j'appelle de l'imposture. C'est terrible. Mais déjà, c'est éprouvant pour le spectateur, certes, mais quand même, pourquoi pas? Si c'était éprouvant, mais qu'il se passait quelque chose, qu'on pouvait y voir, mais vraiment, il n'y a rien, c'est un vide intersidéral, c'est une perte de temps monumentale, et en plus de ça, une conclusion sortie de nulle part,
qui anéantit toute possibilité en fait de faire, comme je vous dis, en fait, une vraie intellectualisation, en fait, une vraie analyse du film, parce que bah, y a plus rien d'intéressant, parce que la conclusion est sortie d'un chapeau. Ça anéantit tout ce qui aurait pu être intéressant en fait dans la première partie du film. Donc voilà, et en plus de ça, voilà, donc déjà il n'y a rien à en tirer. Et de deux, c'est d'un ennui mortel, et il y a zéro image fascinante, à part peut-être ce vivarium. À un moment donné, Tilda Swinton passe face à un vivarium, voilà, c'est bien cadré, c'est joli, il y a une belle lumière, et ça dure 2 secondes, et il n'y a rien d'autre, quoi. Vous avez un money shot à la fin, je vous dis, et c'est ce qui anéantit tout le film, parce que justement, comme on est sur ce naturalisme, hein, ce cinéma naturaliste, que, évidemment, Malick a fait 1000 fois mieux, parce que c'est pareil, The Tree of Life, on peut y voir ce qu'on veut. Voilà, il y a plein de cinéastes qui ont fait tellement mieux que je ne comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé cette année à Cannes, mais bon, il fallait mettre un prix du jury. Ils se sont dit, tiens, il y avait Vera Stackel qui a reçu la Palme d'Or en 2010, on va lui redonner un prix, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête du jury. Mais c'est... Voilà, non, franchement, ça me donne pas du tout envie de creuser sur ce cinéaste. Alors, peut-être à tort, vous me direz, mais bon, j'ai quand même creusé, je vois qu'il n'y a pas tant de fidèles que ça, hein, en tout cas chez nous en France. Je ne me sens pas seul, en tout cas, à être totalement... me sentir totalement exclu, en fait, de son cinéma. Mais vraiment, soit c'est pas pour moi, soit je ne sais pas, mais c'est vraiment une grosse imposture pour moi. Voilà, donc évitez, ce que je voulais dire en préambule, c'est éviter à tout prix ce film. Écoutez, franchement, c'est une grosse déception, donc on va passer, je vous rassure tout de suite, au programme officiel du jour, mais vous savez, j'aime bien introduire mes vidéos avec un petit point sur un film qui fait un peu débat, vous voyez, ou là, en l'occurrence, un film à éviter, donc voilà. Je passe tout de suite au programme du jour, et je commence avec House of Gucci de Ridley Scott, le second Ridley Scott de l'année, après le dernier Duel, qui était formidable, sorti il y a tout juste un mois, donc à un mois d'intervalle d'avoir 2 Ridley Scott dans la même année, c'est assez fou. L'histoire de la famille Gucci, hein, l'empire de cette marque de luxe italienne, créée en 1921 par Guccio Gucci, pas facile à dire, qui a donc 2 fils, hein, donc Aldo et Rodolfo, respectivement interprétés par Al Pacino et Jeremy Irons, qui eux-mêmes ont leur propre fils. Paolo d'un côté donc pour Aldo, interprété par Jared Leto, et Maurizio, interprété par Adam Driver, donc le fils de Rodolfo. Voilà, il faut bien suivre parce qu'il y a plein de personnages, toute la famille Gucci, donc voilà. Et donc, il est question de savoir qui va reprendre en fait les rênes de cette marque de luxe. Hein. Et donc c'est compliqué parce que on a un Paolo qui est un petit peu fantaisiste et qui aspire plutôt à devenir styliste, mais voilà, son père Aldo ne reconnaît pas son talent. Il faut dire que bon, c'est un petit peu particulier, il a envie de renouveau, de fun, d'excentricité. Ce qui n'est pas du goût du reste de la famille, et donc un petit peu compliqué hein, pour lui, c'est un peu le vilain petit canard de la famille finalement. Donc on a lui d'un côté, Maurizio de l'autre, qui aspire à devenir avocat, donc il fait des études de droit, et son père ne veut absolument pas, donc Rodolfo, hein, il veut absolument qu'il reprenne les rênes, il dit que c'est pas sérieux, etc. Et entre-temps, il va tomber amoureux donc de Patricia Reggiani, qui va devenir sa femme, parce qu'il veut absolument l'épouser, évidemment contre l'avis de son père. Donc cette Patricia Reggiani, interprétée par Lady Gaga, qui est absolument formidable, je reviendrai là-dessus, mais elle est absolument bouleversante. Et donc voilà, Maurizio va vivre cette idylle pleinement, il va même finalement aspirer à une vie beaucoup plus simple, puisqu'il va se mettre à nettoyer des camions, enfin à faire un travail un peu ouvrier. Donc voilà, d'un seul coup, son père ne le reconnaît plus, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça, il n'a aucune ambition, il se met avec une fille qui est pas du tout du même monde, qui ne pourra jamais s'adapter, jamais devenir une Gucci. Donc c'est terrible, voilà, il ne reconnaît pas cette union, et donc Maurizio vit sa vie à côté, et voilà. Le seul souci, c'est que Aldo va mettre le grappin sur Patricia, avec qui il va bien s'entendre, et qui va convaincre finalement donc Patricia de demander en fait à Maurizio de bien vouloir comprendre que ce serait peut-être bien pour lui de reprendre les rênes de l'entreprise Gucci, donc toute une histoire de traîtrise, vous verrez, hein, la fin est assez terrible, hein. C'est vraiment, on assiste à la descente aux enfers en fait de cette entreprise familiale, donc c'est
Assez bien traité. Ouais, franchement, j'ai trouvé que Ridley Scott ou pas, vous voyez, Ridley Scott à part, parce que c'est vrai que vous allez pas forcément, on va pas forcément retrouver des codes particuliers du cinéma de Ridley Scott, parce que c'est un projet qui date de 2006, hein, j'ai regardé, il est passé entre plusieurs mains. Voilà, donc écoutez, c'est Ridley Scott qui s'est collé à la tâche, donc finalement, hein, donc c'est comme je vous le dis, il y a plein d'acteurs qui étaient pressentis. Je vais pas faire la liste, hein, évidemment exhaustive, mais voilà, finalement, ce film sort aujourd'hui, donc après une quinzaine d'années de mûrissement dans la tête des producteurs, parce que c'est aussi les producteurs, hein, plus que une vraie intention personnelle du cinéaste, en fait, de réaliser ce film. Voilà, Ridley Scott, en fait, a plutôt, on va dire, finalement réalisé un film de commande, hein, quelque part. Hein, voilà, donc il y avait tout le travail sur le roman d'origine, et également donc le travail des deux scénaristes. Donc voilà, il y avait déjà beaucoup de matière en fait, et Ridley Scott s'est collé à la tâche. Mais il a fait un plutôt bon travail. Alors après, j'ai trouvé qu'au niveau de la direction photo, c'était certes très fort parce que c'était le même directeur photo que le dernier duel. Hein. C'est un directeur photo qui connaît bien l'univers de Ridley Scott. Il a aussi travaillé sur Alien Covenant. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est habitué en fait hein, au gros cinéma comme ça hollywoodien. Donc aucun problème. Seul souci, c'est, je vous dis, alors c'est simplement sur une séquence en fait de bibliothèque en fait où Maurizio et Patricia se rencontrent, échangent les premiers regards. Hein, c'est quand ils se rencontrent au début. Gros souci de stabilisation de l'image et on voit bien que ce n'est pas volontaire. Et ça, c'est un petit peu perturbant pour la lecture de la scène, je trouve, parce que vraiment, ça nous fait presque sortir, c'est pour vous dire, ça nous fait presque sortir de l'histoire, hein, à ce moment-là. Donc là, ouais, je n'ai pas compris, pourtant, il n'y a rien de plus simple que de filmer un champ contre champ dans une bibliothèque. Voilà, et alors là, je n'ai absolument pas compris pourquoi la caméra, je sais pas, je sais pas qui avait Parkinson dans l'équipe, ou je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais en tout cas, voilà, petit souci sur cette séquence, et c'est dommage. Mais alors, il y a de très très belles séquences, notamment dans des soirées, parce qu'évidemment, on est quand même sur un lieu chic, glamour, donc il faut quand même envoyer de l'image, hein. On est sur des séquences de podium aussi, avec ces mannequins qui défilent pour montrer les collections, donc il faut quand même en mettre plein la vue là-dessus, que ce soit des soirées un peu flashy, tout ça, avec le film d'ailleurs utilise beaucoup, hein, et ça a gros renfort de BO des années fin 70-80, évidemment, parce qu'on se retrouve dans les années 70-80, avec évidemment Eurythmics, David Bowie, vous voyez, donc tous ces artistes. Et même il y a Donna Summer, enfin vous voyez, toute cette époque un peu voilà, colorée, pop, rock, disco, enfin vous voyez. Donc voilà, bonne BO qui soutient évidemment, donc qui montre cette époque, hein, il y a une belle reconstitution. Les acteurs, c'est vraiment pour eux que finalement ce film est un régal, parce que vraiment, tous sont hyper bien, j'allais dire exploités, mais pas dans le mauvais sens du terme, utilisés en tout cas. Al Pacino est extraordinaire, Jeremy Irons aussi, Lady Gaga est bouleversante, Adam Driver comme à l'accoutumée, en plus de ça il a déjà travaillé donc, sur le dernier duel hein, de Ridley Scott, donc c'est bien, il était déjà en terre connue avec l'univers de Ridley Scott. Acteur, bon... qui fait que d'exploser en ce moment, Adam Driver, hein, mais qui est absolument génial, parce qu'il a à la fois... On est avec lui au début, hein, on le sent très humain, et puis à la fin on se retourne contre lui, vous verrez, enfin, on sait plus sur quel pied danser avec ce personnage, et c'est très intéressant. Jared Leto, dans le rôle de Paolo, extraordinaire, dans ce jeune fils mal aimé, excentrique, extraordinaire, méconnaissable en plus avec le travail, parce qu'il est un petit peu grimé en fait, donc voilà, sur le maquillage et tout. Il nous avait déjà impressionné aussi hein, dans Dallas Buyers Club, donc on savait qu'il était capable vraiment de choses extraordinaires, Jared Leto. Mais là, vraiment, c'est un pur kiff quand même, parce que j'ai pas trop compris en fait certaines critiques à propos de la longueur du film. Écoutez, moi je n'ai pas trouvé ce film long, puisqu'on a, limite on en redemande, parce qu'on aime en fait découvrir parce que l'histoire de cette famille, parce qu'elle est, c'est vraiment un thriller quoi, c'est-à-dire qu'en fait il y avait vraiment matière en fait à faire un vrai thriller autour de la famille Gucci, parce qu'il y a eu des choses terribles. Alors j'ai vu que la famille Gucci évidemment n'a pas aimé le film, mais c'est pas très étonnant. Si on découvre certains dossiers sur eux, ça va pas forcément les intéresser qu'on les traite sur un long métrage, bien entendu. Mais ils ont eu le sentiment un peu de se faire voler leur histoire, que ce n'est pas tout à fait vrai, que bon voilà, évidemment, ils se sont un peu défendus face au film. Mais écoutez, moi je trouve quand même que ce soit inspiré ou pas des faits, en fait, hein, des vrais faits qui entourent eh bien, la famille Gucci, écoutez, moi je ne sais pas, mais il y a un vrai regard en tout cas sur cette histoire, alors qui a été fait par l'auteur d'origine, certes, mais je trouve quand même que le film a une vraie personnalité. Alors évidemment, il y a des personnages qui ont été ajoutés,
qui, évidemment, là, la famille Gucci, je comprends tout à fait qu'ils aient sursauté en fait de leur fauteuil en voyant ça, parce qu'évidemment, le personnage de Camille Cotin, notamment, oui, parce qu'il y a Camille Cotin dans le film, hein, vous savez qu'elle est en train d'avoir une ascension assez fulgurante dans le paysage hollywoodien, donc on verra par la suite, mais en tout cas, voilà, encore une nouvelle Frenchie eh bien, qui monte à Hollywood. Et écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le film, je trouve que vraiment c'est généreux, il y a même des séquences assez drôles, enfin il y a un bon dosage, c'est en même temps un bon divertissement, il y a un côté un peu film de mafia, si vous aimez bien, c'est-à-dire le côté un peu parrain parfois, le côté un peu... voilà, si vous aimez un peu ce genre de film, vous allez adorer, et en même temps si vous êtes un peu éloigné de ce type de cinéma, parce que c'est vrai que les enjeux scénaristiques, les enjeux dramatiques dans ce genre de film... sont pas toujours très captivants, hein, bien sûr. Hein, c'est plus... parfois, c'est vrai que c'est quasi anecdotique, hein, comme la famille Corleone. Vous voyez, il y a des choses qui sont assez anecdotiques sur cette famille. Donc après, voilà, c'est plus une ambiance, une atmosphère particulière, les films de mafia. Hein. Mais vous attendez pas un film qui soit tout à fait quand même à 300% dans ces codes de genre hein, du film de mafia. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une espèce d'embellissement, de vernis autour de ce film qui est donc ces codes de genre qui viennent s'ajouter en fait finalement à ce quasi-biopic, vrai ou pas, de la famille Gucci. Écoutez, c'est quand même un vrai régal. Moi j'ai passé un très bon moment, en tout cas on passe vraiment en tant que spectateur, voilà, c'est un pur divertissement en réalité, il ne faut pas aller chercher bien loin, il n'y a pas grand chose à intellectualiser. C'est un divertissement autour eh bien, de la marque Gucci. On comprend aussi, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des choses en sous-texte, c'est-à-dire que ça parle aussi des contrefaçons autour, vous savez, des objets de luxe, de maroquinerie, ou qui sont copiés en fait et que vous retrouvez bah, voilà, aux puces, vous voyez, dans des marchés un peu illégaux. Voilà, donc il y a une économie souterraine avec effectivement des copies en fait de Gucci. Donc voilà, il y a un discours là-dessus aussi, c'est intéressant de voir que finalement ça participe en fait à la visibilité de la marque et à la notoriété. Donc voilà, de voir que bah, voilà, le commun des mortels, s'il a une copie, eh bien d'un objet Gucci, d'un sac à main ou quoi que ce soit, s'il a l'impression d'appartenir au milieu du luxe parce qu'il a une copie de Gucci, eh bien tant mieux pour lui, c'est ce que dit Aldo dans le film, Al Pacino. Donc vous voyez, il y a un discours là-dessus. Il y a un discours aussi sur le fait d'être une femme en fait qui se marie, enfin de se lier en fait avec une personne qui a un nom, un grand nom, hein, parce que Patricia Reggiani, quand elle devient Gucci, elle n'est jamais acceptée par la famille à 100%. Hein, c'est toujours, on lui fait comprendre que c'est, eh bien, ce n'est pas une Gucci, qu'elle n'a pas la classe, qu'elle aura jamais en fait leur nom, donc elle est jamais tout à fait reconnue quoi. Et c'est pas parce que Aldo est sympa avec elle que ça va changer grand chose. Vous verrez la fin, elle est assez terrible. Hein, donc ça montre aussi ce que c'est aussi eh bien, de rejoindre un milieu qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que voilà, c'est quand deux êtres appartiennent pas au même monde. Voilà, ça parle aussi de ça. Donc il y a beaucoup de choses. Vraiment, on voit aussi un petit peu l'allusion aux concurrents comme Tiffany's, d'autres marques de luxe comme ça, c'est assez intéressant. Il y a un personnage qui joue aussi le rôle de Tom Ford, vous voyez. Donc il y a, ouais, c'est assez riche, c'est généreux, on passe un bon moment. Écoutez, voilà, pour moi c'est encore une fois un pur divertissement avec des acteurs au sommet. Franchement, ils sont tous extraordinaires, rien à dire, un pur kiff. Donc allez-y pour les acteurs en vrai, si dans le lot, il y en a, je ne sais pas si vous êtes fan d'Al Pacino, de Jared Leto, de Jeremy Irons, de Lady Gaga, ou de Adam Driver, voilà, vous serez servis en tout cas parce que ils sont vraiment... ils ont de quoi manger dans ce film en fait. Hein. Les acteurs ont vraiment... ils ont un terrain de jeu énorme. Je suis sûr qu'ils ont pris un vrai plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'Al Pacino aujourd'hui a des grands rôles. Enfin, vous voyez, non, ça fait plaisir de les voir. Ces acteurs classiques quand même d'un nouvel Hollywood qui s'était dessiné dans les années 70-80, de les voir toujours aujourd'hui avec une possibilité de temps en temps eh bien, de briller encore dans des films récents. Donc ça fait plaisir, n'hésitez pas à voir House of Gucci de Ridley Scott au cinéma. Je passe maintenant au dernier film du jour et il s'agit de L'événement d'Audrey Diwan, deuxième long métrage pour Audrey Diwan, qui adapte le roman éponyme d'Annie Ernaux, le récit autobiographique d'Annie Ernaux, sorti en 2000, L'événement donc qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille en 1963, Anne, qui
va avoir donc une grossesse non désirée à une époque où l'avortement est illégal, donc imaginez un petit peu le désastre, surtout qu'elle aspire en fait eh bien, à décrocher ses examens, des études très importantes pour elle, avec ce professeur Pio Marmaille qui est quand même assez strict, hein, donc elle est dans un univers où finalement elle est un petit peu seule contre tous ou toutes, hein, jusqu'au jour où évidemment il y a quand même des personnes qui essayent de l'aider, mais c'est tabou évidemment, nous sommes à une époque où eh bien, l'avortement est toujours tabou et peine à avancer, hein, les questions autour eh bien, de cet avortement. C'est assez terrible, donc on la voit lutter hein, pour essayer de s'en sortir, parce que sinon elle risque évidemment de devenir, comme elle le dit elle-même, hein, mère au foyer, et puis c'est réglé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un enfant quand on est une jeune femme, eh bien c'est terminé quoi. Vous voyez un petit peu l'époque. Donc effectivement, il y a eu de l'avancée par rapport à ça, le film montre tout à fait en fait tout ce... Eh bien, tout le stress en fait de cette jeune fille et tout ce qu'il peut y avoir dans sa tête et toutes les démarches en fait hein, très très douloureuses pour arriver à ses fins, que ce soit voilà, de manière financière pour trouver une avorteuse. Hein. À l'époque, il y avait des avorteuses, donc c'était totalement illégal, c'était une économie souterraine. On allait voir donc une avorteuse pour eh bien, se sortir de ce pétrin, hein, clairement, pour pas finir en prison ou je ne sais quoi, ou finir à devoir élever un enfant eh bien, qu'on n'a pas désiré, donc qu'on n'aime pas par défaut. C'est vraiment terrible. Donc on voit cette jeune fille qui eh bien, va tout faire. Donc évidemment, le film ne nous épargne pas les tentatives de cette jeune fille pour essayer d'avorter par elle-même avec ses aiguilles. À l'époque, voilà, les jeunes filles essayaient aussi de se débrouiller elles-mêmes. C'est absolument affreux. Mais nécessaire de montrer tout ça, justement, pour se rendre compte. Hein, le film traite très bien son sujet. Ça, c'est vraiment ce que je reconnais tout à fait chez Audrey Diwan, hein, sa capacité à traiter son sujet. Absolument prodigieux. On a une reconstitution sur l'époque de 1963 avec ces jeunes, voilà, avec ses soirées, avec ses rencontres, avec les hommes, son rapport avec les hommes, etc. Est très bien montré. On a les vieilles cabines téléphoniques, on a, vous voyez, enfin voilà, on a vraiment cette reconstitution avec les marques de l'époque, des outils, des technologies, etc. Et cette mère, interprétée par Sandrine Bonner, qu'on a plus trop l'habitude de voir au cinéma, qui est absolument formidable dans le rôle de la mère. Justement, on voit un petit peu le côté très strict, le côté où, voilà, concentre-toi sur tes études, puisque elle-même n'a pas fait beaucoup d'études, elle est mère au foyer et s'occupe, vous voyez, de faire tout un tas de choses. C'est vraiment incroyable. Donc on voit bien les relations compliquées donc, au sein de la famille, au sein du rapport en fait, qu'elle entretient avec les hommes, et en même temps eh bien, du corps enseignant et des médecins qui sont de vrais barbares, terribles en fait, les hommes médecins donc, qui eh bien, lui recommandent de prendre de l'ostrodiol, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui devrait normalement lui permettre de retrouver ses règles, et en fait c'est absolument pas ça, ça permet en fait de consolider l'embryon, de favoriser le développement de l'embryon. Donc imaginez, d'un côté, hein, c'est les médecins qui tirent la corde d'un côté, et cette jeune fille qui essaye d'avorter. Donc c'est terrible, parce que son embryon est renforcé, et au fur, en fait, le film vous met des cartons, en fait, hein. Et donc vous voyez un peu ce chapitrage en semaines, qui est assez saisissant. Surtout à des moments, je trouve que parfois c'est bien choisi, on voit justement à combien de semaines on est, dans une séquence en fait, ou dans une réplique, à un moment donné, une réplique est très forte, et là, ça vient souligner en fait, hein, vraiment le stress de cette jeune fille. Il y a également des plans très rapprochés, notamment dans une scène où elle part en baignade avec des amis, donc avec notamment ce jeune homme qui l'a mis enceinte. Et on voit que voilà, ça souligne l'enfermement, elle est seule contre tous, comme ça, elle est seule dans son malheur. Et donc on a des plans très rapprochés comme ça, hein, du gros plan comme ça, alors qu'on pourrait imaginer un plan de baignade où on fait un plan large, etc. Non, là c'est vraiment pour montrer l'enfermement, hein, on est vraiment centré sur elle, donc le film est très bien fait à ce niveau-là. Et vraiment, voilà, le film est très cru, vous allez voir, hein, et je pense que le film va plaire à Julia Ducournau, c'est ce que je me suis dit en voyant le film. Mais c'est un mal nécessaire de montrer toutes ces horreurs, hein, vous verrez, hein, le film peut être un peu choquant pour certains. Je vous avoue que j'avais mal pour cette fille, hein, je ne suis pas une femme, mais peu importe, voilà, j'avais mal pour elle, quoi, c'était vraiment terrible. J'entendais une femme, justement, lors de la projection, disait j'ai mal pour elle, quoi. Et moi j'étais pareil, quoi. C'est vraiment terrible. Donc
Ouais, c'est vraiment très bien traité, quoi. Alors moi, le seul truc que j'ai reproché à ce film, en réalité, c'est plus au niveau technique, parce qu'au niveau du scénario, de la mise en scène, et notamment aussi de la direction d'acteur, c'est formidable. Non, vraiment, au niveau technique, le son, alors, c'est... J'ai vraiment, ouais, non, là, l'ingénieur du son, petit problème. Je sais pas si c'est vraiment au niveau du mixage ou de la prise de son en direct. C'est l'un des deux, ou les deux, je ne sais pas, mais il y a un souci, des répliques au loin comme ça. Enfin, vous êtes dans une salle de cinéma, normalement c'est le meilleur endroit justement pour restituer le son. Hein, vous savez, quand vous voyez un film à la télévision ou sur support vidéo, parfois, bah, voilà, le mixage entre bien, la bande sonore et les répliques, parfois voilà, il y a des différences. Enfin voilà, là, vous êtes dans une salle de cinéma, donc vous avez normalement suffisamment, hein, vous avez toutes les enceintes, vous avez ce son à 360 degrés qui normalement vous permet de recevoir toute l'ambiance en fait du film, avec les répliques, le son et tout ça, tout est bien agencé, quoi, tout est bien dosé en fait. Hein. Eh bien écoutez, là, j'ai pas trouvé ça formidable, quoi. J'imagine pas, justement, après, en lecture, en vidéo chez soi, voilà, petit souci, quoi, à ce niveau-là. J'ai pas trouvé, voilà, juste au niveau technique, au niveau du son, mais sinon, le film est formidable. Vraiment, voilà, il traite son sujet, quoi. C'est très important, je trouve, vraiment, Il n'y en a pas assez de films comme ça qui traitent vraiment leur sujet, dans le sens où parfois on a tendance en fait un petit peu à évoquer beaucoup de manière très forte, avec même des images très fortes, mais à ne pas traiter le sujet parce que voilà, au niveau des répliques, au niveau voilà, là c'est formidable parce que vous voyez au niveau des répliques par exemple, notamment donc au moment où elle va se rendre, eh bien il va lui arriver un drame, voilà, je ne vais pas trop spoiler, mais en fait voilà. Donc cette Anne en fait va arriver comme ça, un peu à l'hôpital en fait, elle est allongée comme ça, et puis donc elle attend le verdict, parce que évidemment la question c'est de savoir, c'est tout le stress, c'est quelle va être la conclusion du médecin. Mais du coup, est-ce qu'ils vont conclure à une fausse couche ou à un avortement? Et si le médecin conclut un avortement, elle se retrouve directement en prison, parce que c'est interdit, c'est illégal, et voilà, elle peut faire de la prison pour ça. Donc elle est là comme ça, déjà qu'elle est à moitié mourante comme ça, elle entend le médecin, elle lui dit pitié, on sent, on est avec elle, et on se dit pitié qui conclut à une fausse couche, quoi, parce que sinon c'est terrible. Donc, ouais, non, vraiment, ça montre vraiment les travers d'une époque où on est encore au niveau de la médecine, au niveau de... Enfin, c'est terrible, quoi. Et on voit le travail de l'avorteuse, ça, par contre, c'est fascinant, hein, c'est vraiment au niveau... voilà, c'est très instructif de montrer comment on faisait, en fait, pour faire des avortements comme ça, ces avorteuses, et c'est hyper douloureux, c'est atroce, enfin, c'est... Heureusement qu'on est avancé là-dessus. Alors évidemment, c'est toujours dans le rétroviseur hein, qu'on voit eh bien, les drames du passé, hein, les traumatismes du passé. Et vraiment, on compatit tout à 300% la douleur de ces femmes. C'est incroyable, c'est terrible. Et alors aujourd'hui, évidemment, on pourrait se poser la question pour l'euthanasie, par exemple, hein, dans le futur. C'est ce que je me suis dit à la sortie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des sujets tabous, mais qui pourraient délivrer certaines personnes, qui pourraient voilà, mettre un terme aussi à leur souffrance. Comment ça se fait? Voilà, on est encore... Évidemment, il y a du tabou, il y a du débat, etc. Mais c'est possible que plus tard, dans le futur, on se pose la même question pour l'euthanasie en disant, bah voilà comment on a été très lent sur ce sujet. Donc le film fait vraiment écho à beaucoup de choses. C'est assez bien vu. Alors c'est pas un film qui est facile à revoir, hein, bien entendu, parce que voilà, il y a une image assez clinique. Hein, vous voyez un peu ce genre d'ambiance un peu malaisante comme ça, avec une ambiance comme ça qui vous rappelle un peu l'hôpital. Hein, c'est des images comme ça, bleues, blanches comme ça. Avec cette jeune actrice, hein, Anna Maria Bartolomé, qui est formidable. Elle a une peau comme ça quasi immaculée qui correspond bien à l'image côté un peu christique. Vous voyez un petit peu le côté un peu où l'avortement c'est tabou, le côté un peu religieux du truc, avec sa peau blanche immaculée filmée par Audrey Diwan. Donc vraiment, voilà, on sent un petit peu au niveau de l'image, hein, au niveau de la colorimétrie, du choix des couleurs. On sent que pour retranscrire cette ambiance hein, malaisante comme ça, il y a eu des choix d'images, de couleurs froides en fait, hein, vraiment. Donc c'est très bien fait à ce niveau-là. Donc voilà, comme je vous dis, à part le son, au niveau technique, il n'y a pas grand-chose à redire. Ce film est tout à fait valable dans ce qu'il veut démontrer, dans ce qu'il veut dénoncer. Mission accomplie. Voilà, donc écoutez, je vous recommande L'événement d'Audrey Diwan, ainsi que House of Gucci de Ridley Scott. Ne boudez pas votre plaisir, allez voir ces deux films au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner,
d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines critiques sur la chaîne. Vous pouvez également m'écrire un petit commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de continuer le débat autour des films que je présente, donc n'hésitez pas. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!